Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Allez, dernière partie de l'entretien avec Richard Bihan, directeur et sélectionneur des équipes de France de basket 3-3. Alors, on va plutôt partir sur les objectifs à court, moyen et long terme des équipes de France, puisqu'on a quand même les JO 2020 et bien sûr 2024 à Paris. Alors, tout d'abord, avant d'aller si loin, à court terme, donc cet été, quels sont un petit peu les objectifs de ces équipes de France ? En fait, cette année, nous poursuivons deux objectifs. Nous poursuivons bien sûr un objectif toujours de compétition, de médaille, voilà, parce que quand on s'engage dans une Coupe du Monde, dans une Coupe d'Europe, dans des Jeux méditerranéens, on se doit d'avoir des ambitions et de vouloir. C'est pas pour faire du tourisme, monter. Bien sûr, en plus on a un passé glorieux dans le 3-3, puisqu'on a tous les ans on ramène des médailles, donc les gens vont pas savoir, vont pas comprendre si un jour on remplit plus de médailles, même si ça devient de plus en plus difficile. Mais néanmoins, on y va toujours pour faire des médailles, donc on essaie de constituer les équipes les meilleures possibles et d'essayer d'optimiser nos équipes pour qu'elles performent et qu'elles fassent des médailles. Oui, parce que, excuse-moi de te couper, c'est vrai qu'il y a des pays un petit peu exotiques comme la Mongolie qui est championne d'Asie, les Pays-Bas ont fini finaliste, la Belgique gagne aussi des médailles en jeunes, donc c'est vrai il n'y a pas que les grosses nations de basket 5-5 qui sont présents. Donc exactement, donc effectivement il faut différencier les pays qui performent en 5-5 et les pays qui performent en 3-3. Parfois ce sont les mêmes, mais parfois ce sont des pays différents qui ont décidé volontairement d'engager une politique 2-3-3 parce qu'ils savent très bien qu'ils auront plus d'opportunités pour atteindre des compétitions internationales, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, avec le 3-3 qu'avec le 5-5. Donc, mais aussi, on a un objectif de ranking. C'est-à-dire qu'on veut essayer à travers toutes les compétitions de cet été, alors que ce soit les compétitions des équipes nationales, que ce soit les compétitions du World Tour pour les garçons, que ce soit toutes les compétitions possibles qu'on peut faire avec les filles, la Champions League qui va se mettre en place avec deux étapes. Nous avons également, j'en ai pas parlé, mais l'opération Fast Track. Donc la Fast Track, nous avons les U18 qui participent également à des regroupements internationaux sur lesquels on peut aussi faire des tournois. On va faire des tournois et marquer des points. On a les U23 avec le système du Fast Track U23, c'est ni plus ni moins 6 tournois internationaux. Voilà, il y en aura 2 à Voiron, 2 à Prague et 2 à Debrecen. Voilà, donc ça fait partie aussi du système qui va nous permettre de marquer des points au ranking. Enfin voilà, cette année 2018 et 2019, tout ce qui va pouvoir être fait pour engager nos équipes, que ce soit avec les équipes nationales, proprement dites, que ce soit des joueurs du groupe France ou d'autres joueurs qui sont dans le top 100 français ou qui veulent y rentrer et qui souhaitent s'investir à fond dans le 3-3, je les encourage véritablement à former des équipes, à faire un maximum de tournois, que ce soit en France ou à l'étranger, et ainsi de rapporter des points à la France. Parce que plus on aura de points, plus on aura de chances de pouvoir être qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'expliquerai tout à l'heure la façon de se qualifier. La prochaine grosse échéance, c'est 2020, c'est Tokyo, c'est les Jeux Olympiques. Alors quels sont les moyens et les objectifs sur cette compétition ? Alors, avant tout, peut-être expliquer comment les équipes vont être qualifiées pour les Jeux Olympiques. Vous savez qu'il n'y aura que 8 équipes masculines et 8 équipes féminines. Nous savons aujourd'hui que le Japon présentera une des deux équipes, féminine ou masculine. Donc, on ne sait pas encore si ce sera les filles ou les garçons, mais enfin, il y en aura une des deux qui va participer, c'est sûr. L'autre devra aller chercher normalement son ticket. Je vous dis ça aujourd'hui, les règlements peuvent éventuellement changer d'ici là. Donc, moi, c'est les informations que j'ai aujourd'hui. Donc, il y aura le Japon qui pourra donc avoir une des deux équipes. Ensuite, ils prendront, à partir du 1er novembre 2019, ils arrêteront le ranking. Et ils prendront, en fonction du Japon toujours, les 3 ou 4 premières équipes du ranking. Ça, c'est le ranking mondial. Donc, nous, il faudrait, par exemple, qu'on ait au moins nos filles ou nos gars dans ce top 4. Ça sera le travail, c'est le travail qu'on commence aujourd'hui. Parce qu'à l'actuel, on n'y est pas. Non, on est 10e. Donc mais on n'est pas non plus très très loin. En filles, on n'est pas si loin que ça. En garçons, on est un peu plus loin. Ça va être un peu plus compliqué pour les garçons. On va voir. On fera le bilan à la fin de la saison pour savoir combien on a rattrapé de points, où on en est. Mais il faut savoir que même si nous on met des moyens,
Les autres aussi continuent à travailler, hein, et ils enchaînent aussi. Hein, donc c'est pas facile pour réduire l'écart. C'est un tout petit peu plus facile peut-être chez les filles. On verra, on fera le bilan à la fin de la saison. Mais de toute façon, 2019, on va continuer à essayer d'engranger un maximum de points. L'objectif, ça serait effectivement d'avoir une de nos équipes directement qualifiées grâce au top 4 du ranking. Ça serait vraiment l'idéal. Bon, ça sera pas facile. En tout cas, on va tout faire. Si nous ne sommes pas qualifiés dans le top 4, il y aura un tournoi de qualification olympique, un TQO, avec 20 équipes qui aura lieu au mois de mai 2020. Il faudra évidemment se qualifier. Voilà. Donc si on a aucune de nos deux équipes qualifiées directement, on aura forcément au moins une de nos deux équipes qui sera qualifiée au TQO. Et là, j'espère qu'on en aura deux. Voilà, ça serait vraiment l'idéal. Mais pour ça, il faut aussi monter dans le ranking. Voilà. Si nous avons l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde à Amsterdam 2019. Les 3 premières places seront qualifiées pour le TQO. Ça fera déjà 3 places directement pour le TQO. Donc on peut peut-être déjà, si on fait une bonne performance l'année prochaine au mondial, peut-être aller chercher directement notre place directe au TQO. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Donc le TQO, avec 20 équipes, donneront 3 places pour les JO. Donc 4 plus 3, ça fait 7, il manque une place. Ils vont refaire un TQO universel, qu'ils vont appeler universel, avec 6 équipes, dont la particularité, c'est que ces équipes, en basketball, ne devront pas avoir participé aux Jeux Olympiques en 2012 et en 2016, à Londres et à Rio. Donc ça exclut la France. L'objectif, c'est de se qualifier, avant tout. Alors, l'objectif, on sait que ça va être très très compliqué d'avoir nos deux équipes. Faut pas se mentir. Je vous ai expliqué le règlement. Le règlement est fait en sorte qu'il y ait un maximum de pays. Donc il faudrait vraiment, dans l'idéal, moi, dans ce que je pense, ça serait qu'on essaye d'avoir une de nos deux équipes qualifiées en direct. Voilà, et qu'après on aille avec la deuxième équipe sportivement se qualifier au TQO. Voilà, c'est ce que je pense que beaucoup de pays vont essayer de faire. Donc les moyens, on a déjà vu sur la vidéo précédente un petit peu les moyens. Donc c'est tous les tournois qui sont mis en place, les systèmes de 3 équipes pour les filles, c'est pour les garçons créer une équipe master pour marquer des points. Donc si vous voulez revoir un petit peu comment on va arriver à marquer des points, je vous invite à voir la deuxième partie de la vidéo. Je mettrai le lien par là. Ensuite, alors peut-être une question, on va dire, plus globale, mais qui reste un petit peu un objectif, c'est comment, dans le long terme, parce qu'il va y avoir des championnats, il va essayer d'avoir des championnats, il y a les Open Start, les Open Plus, ça sur le territoire qui arrivent. Voilà, une petite révolution au niveau du sport, du basket. Comment, dans le long terme, on va réussir à cohabiter le 3-3 et le 5-5 ? Alors c'est vrai que pour l'instant, moi, y compris le 3-3, je m'en sers d'outils techniques pour le 5-5, mais en tout cas, comment on va réussir à faire cohabiter, ou pas cohabiter d'ailleurs, le 3-3 et le 5-5 dans les années à venir ? Je partage tout à fait cette opinion de transversalité. Je suis absolument contre, pour l'instant, le fait de dissocier les deux disciplines. Pour moi, ça serait une grave erreur. Ce qui ne veut pas dire qu'à terme, il n'y ait pas des gens qui vont s'orienter vers du professionnalisme 3-3 ou vers une pratique de sport pour tous uniquement sur le 3-3, on peut le concevoir. Néanmoins, dans la formation du joueur, le 3-3 peut apporter énormément aux jeunes joueurs, garçons et filles. Voilà, cette pratique est complémentaire au 5-5 et va permettre, et le joueur va s'enrichir des deux pratiques. Donc je suis convaincu qu'il faut travailler dès le plus jeune âge sur les deux disciplines que l'on peut pratiquer à des moments différents dans l'année. Il y a des moments pour le 5-5, il y a des moments pour le 3-3. On voit que l'année prochaine, 2018-19, il va y avoir une forme de révolution dans le 3-3 puisqu'il va y avoir vraiment des choses nouvelles qui vont apparaître, des tournois, des compétitions interclubs, des choses comme ça. Il va y avoir une offre énorme, donc les gens vont pouvoir s'investir dans le 3-3. Donc ça va être un plus énorme. Et surtout, pour moi, la transversalité, pas dissocier les deux, travailler ensemble. Et concernant les professionnels, le World Tour va encore grandir, les prize money vont augmenter encore, les masters, il y en aura de plus en plus. La FIBA veut à terme avoir une saison qui va s'étaler sur 10 mois sur 12. Donc, comme c'est des compétitions, comme on dit, mondiales, vous pouvez jouer en hémisphère sud, en hémisphère nord, donc vous pouvez jouer quasiment à tout moment de l'année. Donc,
On va avoir des équipes professionnelles, on va avoir peut-être des sponsors, des villes, des municipalités qui vont décider peut-être de mettre de l'argent sur une équipe qui va représenter le nom de leur ville, puisque c'est le concept du World Tour, représenter le nom d'une ville, représenter un sponsor également, aller chercher eux-mêmes leur prize money en gagnant des challengers, en gagnant des masters, font que plus les compétitions internationales avec les équipes de France et la vision des Jeux Olympiques de Paris 2024 vont pousser des joueurs et des joueuses à progressivement s'orienter vers cette discipline et à devenir professionnels. Peut-être plus technique, là, à partir de quel âge pour toi on peut commencer à approcher le 3-3 en U11, en U9 quel est pour toi l'âge, pas idéal, mais où on peut commencer à porter du 3-3? On va dire la base d'école de basket, ça va être du 5-5. Oui. Quand même, je pense que ça va être compliqué de révolutionner ça. À partir de quel âge on peut commencer à mettre un petit peu des touches de 3-3? Moi, je pense qu'à partir de Benjamin, on peut vraiment commencer à travailler le 3-3. Moi, je m'occupe d'une équipe de Benjamin avec mon fils. On fait régulièrement du 3-3. Hein. C'est un bon moyen pour la réactivité, c'est un bon moyen pour les espaces, c'est un bon moyen pour les collectifs. Donc c'est parfait. Non, c'est parfait. Donc on peut commencer assez tôt, faut pas hésiter, et travailler sur les deux domaines. Et je vous dis, les joueurs s'enrichissent des deux pratiques. Alors Richard, merci de m'avoir reçu à l'INSEP dans ton bureau. Super. Pour cet entretien qui était en 3 parties. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premières parties, vous pouvez les revoir à la fin. Je mettrai les liens juste après la clôture de cette vidéo. Comme à chaque fois, je laisse le dernier mot à l'invité. Je voudrais te remercier. Mon dernier mot, c'est vraiment merci pour ce que tu fais pour le 3-3. Donc bravo et continue. Merci Richard. Et n'oubliez pas de vivre votre expérience 3-3.